Le fils du millionnaire insulte chaque jour une camarade de classe pauvre, mais un jour, le chef de la police entre dans la classe. Chaque jour, son matin commençait par l'amertume. Avant même de franchir le seuil de la classe, Olena sentait déjà sur elle le regard méprisant d'Ihor, le fils d'un millionnaire local. Ses mots moqueurs, visant ses vieux vêtements ou son téléphone plus simple, étaient devenus une partie intégrante de sa vie scolaire. Les autres enfants, craignant l'influence de son père, préféraient ne pas intervenir et parfois même se moquaient avec lui. Pour Olena, chaque jour était une épreuve de force, une bataille silencieuse pour sa propre dignité. Elle tenait bon, trouvait du réconfort dans ses études et rêvait du jour où elle pourrait s'échapper de ce cycle d'humiliation. Un matin d'automne sombre, alors que le vent gémissait sinistrement dans les cadres des fenêtres et que le ciel était couvert de nuages de plomb, tout était comme d'habitude. Olena se pressait vers la classe, serrant contre sa poitrine un vieux cartable usé. Elle se dépêchait, car elle devait rendre aujourd'hui un important devoir de contrôle de mathématiques, pour lequel elle avait étudié toute la nuit. Dans le couloir de l'école, où régnait déjà le brouhaha matinal, elle sentit quelqu'un lui faire un croche-pied. C'était Ihor. Ses amis, Olé et Andri, se tenaient à côté, dissimulant des sourires. Olena perdit l'équilibre, et ses livres s'éparpillèrent bruyamment sur le sol. « Oh, pardon, Olena, je n'ai pas vu que tu traînais là, » dit Ihor d'un ton moqueur, sans même essayer de cacher la raillerie dans sa voix. Ses amis éclatèrent de rire. Olena s'agenouilla silencieusement, ramassant ses manuels. Ses joues brûlaient, et une boule lui nouait la gorge. Elle sentait des larmes lui piquer les yeux, mais elle s'était jurée de ne pas pleurer, de ne pas lui donner ce plaisir. Elle ramassa rapidement ses cahiers et ses livres, et se leva vite, essayant de ne pas regarder Ihor. « Quoi, tu cours déjà comme un chat sauvage traqué? Ou peut-être que ton vieux portable est cassé et que tes parents ne peuvent pas t'en acheter un nouveau. » Sa voix résonna à nouveau. Olena se détourna et partit, accélérant le pas. Elle entendit les rires derrière elle, mais fit semblant de ne rien remarquer. Son cœur battait la chamade, et ses paumes étaient moites. Chaque incident de ce genre laissait de profondes cicatrices sur son âme. Le cours commença comme d'habitude. L'enseignante d'histoire, Ola Petrivna, racontait méthodiquement l'époque cosaque, mais ces mots parvenaient à Olena à travers une sorte de voile cotonneux. Elle essayait de se concentrer, mais le rire moqueur d'Ihor résonnait toujours dans sa tête. Soudain, alors qu'Ola Petrivna expliquait l'importance d'une bataille clé, on frappa inopinément à la porte de la classe. Le directeur de l'école, Ivan Stepanovitch, entra dans le bureau, l'air étonnamment sérieux, même solennel. Derrière lui se tenait un homme grand et robuste en uniforme de police impeccable. Sa posture était si confiante et son regard si pénétrant que le silence s'installa instantanément dans la classe. C'était le chef de la police de la ville lui-même, le colonel Serhii Petrovitch Kravchenko. « Bonjour les enfants », dit le colonel d'une voix calme mais autoritaire. Sa voix résonna dans le silence de la classe comme le tonnerre. « Je m'appelle Serhii Petrovitch Kravchenko. Je ne suis pas là pour une conférence sur le code de la route. Je suis ici pour une affaire très sérieuse. » Le regard du colonel balaya chaque élève, s'attardant sur les visages, essayant d'y lire quelque chose. Lorsque son regard s'arrêta un instant sur Ihor, celui-ci déglutit nerveusement. La bravade habituelle d'Ihor, qui l'aidait toujours à tenir le coup,
se fissura soudainement. Il sentit son cœur battre la chamade et des gouttelettes de sueur perler sur son front. On m'a signalé un comportement inacceptable qui se produit systématiquement dans cette classe, poursuivit le colonel, son ton devenant plus sévère. Du harcèlement, de l'humiliation psychologique et émotionnelle d'une des élèves. Nous avons reçu une plainte. Une vague de murmures parcourut la classe, mais personne n'osa parler à voix haute. Olena était assise à son bureau, sentant son cœur se serrer d'un pressentiment inconnu. Elle leva les yeux et croisa le regard du colonel. Dans ses yeux, elle ne vit pas de la compassion, mais une étrange détermination. Peut-être que quelqu'un veut me dire qu'il se permet d'insulter, d'humilier et de harceler ses camarades de classe. La voix du colonel devint plus perçante. Quelques secondes de silence tendu s'ensuivirent. Les enfants regardèrent Ihor, puis le sol, puis à nouveau le colonel. Personne ne voulait être le premier à trahir le roi, mais le silence devenait insupportable. Soudain, une des filles, Maria, qui s'était toujours tenue tranquille et n'intervenait jamais, leva timidement la main. Son visage était pâle, mais ses yeux montraient de la détermination. « C'est Ihor », chuchota-t-elle à peine, désignant Ihor. Il insulte constamment Olena. Ihor pâlit comme un drap. Il voulut protester, crier quelque chose en retour, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le colonel Kravchenko hocha la tête et regarda directement Ihor. Son regard était si pénétrant qu'il semblait voir à travers lui. « Est-ce vrai, Ihor ? Tu insultes systématiquement cette fille. Tu l'humilies devant toute la classe. » Ihor tenta de lever les yeux, mais son regard retomba aussitôt sur son bureau. « Non, elle est juste, elle est elle-même la cause, marmonna-t-il, sa voix tremblante. La cause de quoi ? L'interrompit le colonel. La cause du fait que ses parents ne peuvent pas se permettre de lui acheter les vêtements les plus chers. La cause du fait qu'elle n'est pas comme toi, Ihor. Non, je juste. Ihor sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Toutes ses méthodes de défense habituelles, l'insolence, la moquerie, les menaces, devint soudainement absolument inutile face à cette force calme mais inébranlable. « Tu sais, Ihor, » continua le colonel, s'approchant lentement du bureau où Ihor était assis, « la richesse de tes parents, c'est leur mérite, leur travail. Elle ne te donne pas le droit de regarder les autres de haut. Ce n'est pas ta richesse, c'est la leur. Et même si c'était la tienne, elle ne te donnerait pas le droit d'être impoli et méprisant. Au contraire, la vraie force d'une personne ne se manifeste pas par la taille de son portefeuille, mais par sa gentillesse, sa capacité à sympathiser, son respect envers les autres, quelle que soit leur position sociale, leur origine ou la couleur de leur peau. Tes actions ne sont pas seulement du vandalisme, c'est une manifestation de lâcheté, de bassesse et d'un manque d'éducation élémentaire. Olena, qui jusque-là était restée la tête baissée, leva les yeux. Elle regarda le colonel, puis Ihor. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas seulement un soulagement, mais une vague d'espoir étrange et irrésistible. Elle voyait comment Ihor, qui semblait si tout-puissant, se ratatiner sous le regard de cet homme, comment sa confiance s'effondrait en poussière. Le colonel Kravchenko balaya du regard toute la classe. « N'oubliez pas, les enfants !» Sa voix devint moins sévère, mais non moins autoritaire. « Chaque personne mérite le respect, chacune. Peu importe son apparence, quel téléphone elle a
ou combien d'argent ont ses parents. Tout harcèlement, toute humiliation est un mal, et celui qui le commet doit en répondre, non seulement devant les professeurs ou les parents, mais aussi devant la loi. Et celui qui le voit et reste silencieux est aussi responsable. Le silence, c'est le consentement. Et le consentement au mal vous rend complice. Puis il regarda à nouveau Ihor, qui était assis, accablé, incapable de lever la tête. Ton père, Ihor Dmitrovitch, m'attend dans ce moment dans le bureau du directeur, dit le colonel. Nous parlerons de ton comportement. Et crois-moi, cet appel que j'ai fait ce matin pour lui a été très désagréable. Mais le plus important, c'est que tu dois prendre conscience de ton erreur et t'excuser auprès d'Olena, et pas seulement formellement, parce qu'il le faut, mais sincèrement, de tout ton cœur, pour que ta conscience soit claire. Le colonel Kravchenko sembla faire un pas vers Olena, mais s'arrêta. Il lui sourit, et ce sourire était chaleureux et rassurant. « N'aie pas peur, petite. Personne n'a le droit de t'insulter. Si cela se reproduit, contacte-moi personnellement. Je laisse mes coordonnées au directeur. Et maintenant, Ihor, allons-y. » Le colonel Kravchenko se retourna et, avec le directeur Ivan Stepanovitch, quitta la classe, emmenant avec lui un Ihor stupéfait et pâle. La porte se referma et un silence complet régna dans la classe pendant un certain temps. Puis le silence fut brisé par des murmures approbateurs qui se transformèrent progressivement en une discussion animée. Certains élèves, qui auparavant se tenaient à l'écart, s'approchèrent d'Olena. « Olena, tiens bon, » dit Maria doucement. « Nous ne le laisserons plus agir ainsi. » D'autres commencèrent également à lui apporter leur soutien. Olena sentait ses joues brûler, mais cette fois d'un sentiment complètement différent. Un sentiment de soulagement, de gratitude, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le sentiment qu'elle n'était pas seule. Ce jour-là, Ihor ne revint pas en cours. Le lendemain matin, il vint à l'école, mais c'était un autre Ihor. Son visage était épuisé, ses yeux rouges. Il entra dans la classe et, sans regarder personne, s'assit à son bureau. Pendant la grande récréation, lorsque tous les élèves étaient partis, il s'approcha d'Olena, qui était assise seule, lisant un livre. « Olena » dit-il doucement. Sa voix était presque méconnaissable, sans l'arrogance habituelle, sans une once de mépris. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pour tout ce que je t'ai dit, pour toutes mes blagues, pour t'avoir humilié. J'ai agi horriblement. Mon père, il m'a parlé très sérieusement, et j'ai compris que j'avais tort. Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. » Il leva les yeux vers elle, et Olena y vit non pas de l'orgueil, mais une véritable honte. Elle hocha la tête. « Je te crois, Ihor, » répondit-elle doucement. Il lui était difficile de prononcer ces mots, mais elle sentait que c'était juste. Son âme, semblait-il, était libérée du lourd fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. À partir de ce jour, tout changea dans la classe. Ihor n'insulta plus jamais Olena. Il devint plus calme, moins visible. Il commença même à aider ses camarades de classe en mathématiques, où il était très fort, mais dont il se vantait auparavant. Ses amis, Olé et Andri, cessèrent également leurs brimades, et si quelqu'un tentait de faire une blague sur Olena, les autres élèves, se souvenant des paroles du colonel, l'arrêtaient immédiatement. Olena n'était plus invisible. Elle était devenue une partie à part entière du groupe, et bien que ses vêtements et son téléphone n'aient pas changé, l'attitude envers elle, oui. Cette histoire fut une leçon importante, douloureuse,
mais absolument nécessaire pour toute la classe. Les enfants comprirent que la position sociale, la richesse ou tout autre attribut extérieur ne donnent à personne le droit d'humilier les autres. Ils virent que le silence face à l'injustice les rendait complices et que le courage de défendre les plus faibles pouvait tout changer. Et le plus important, ils réalisèrent que la justice trouverait toujours son chemin, même si elle prenait la forme d'une visite inattendue du chef de la police. Morale. Ne jugez jamais une personne par son apparence ou sa situation matérielle. La vraie valeur réside dans la force intérieure, la gentillesse, le respect des autres et la capacité à sympathiser. Toute humiliation est inacceptable et le silence face à l'injustice vous rend complice. La justice trouvera toujours son chemin et la responsabilité de ses actes est inévitable, quel que soit le statut social ou l'influence.